Bonsoir à tous qui êtes venus nombreux ce soir ou qui nous rejoignez sur KTO. Bienvenue donc au Bernardin pour cette 4e séance de l'Observatoire de la modernité consacrée à la société liquide. Le cycle de conférences est organisé par Louis Manarange, dont je prends exceptionnellement le relais ce soir, étant, comme lui, historienne et ayant le plaisir d'accueillir un philosophe, donc Marcel Gauchet, et un théologien, le père Augustin Bourg. Alors, cette société liquide, c'est un concept qui a été forgé par le sociologue polonais Zygmunt Bauman pour décrire les transformations des sociétés contemporaines après même la postmodernité. Cette société liquide, son caractère dominant est la fluidité. La vie liquide est emportée dans le flux continu de la mobilité et de la vitesse. Le changement, l'éternelle mutation devient finalement la seule constante et la seule certitude. C'est une société qui est, on l'a vu lors des précédentes séances, celle d'un règne de la consommation, une ère du jetable menacée de péremption. C'est aussi la société qui est marquée par l'affirmation de l'individu contre les communautés héritées. Cette dilution, cette dissolution du lien touche finalement toutes les sphères de l'existence individuelle et bien entendu, au premier degré, le politique. Le politique que nous avions traditionnellement l'habitude de définir comme le souci du commun, le souci de la cité. C'est ce que nous avions vu lors de la première séance consacrée à la question politique articulée à la réflexion sur la société liquide, donc la dernière séance de l'Observatoire qui s'était interrogée justement sur le devenir du politique dans une société liquide affectée par la perte du commun, par la perte de cette finalité commune qui est finalement le sens même de la politique. Alors ce soir, c'est un autre pan de la question que nous allons nous attaquer, c'est un autre pan de la question que nous allons examiner. Finalement, à l'heure de cette société liquide, quelle forme de démocratie peut-on mettre en œuvre pour restaurer du lien, pour pallier justement cette atomisation du lien politique ? Faut-il adapter le modèle démocratique ? Quel lien s'agit-il précisément de restaurer ? À quelles échelles faut-il penser le politique et sous quelle forme ? S'agit-il toujours de la forme de la nation ? Devons-nous réfléchir à d'autres échelles ? Quel est le devenir de l'autorité ? Peut-on se passer d'intermédiaire ? Voilà autant de questions auxquelles nous allons pouvoir réfléchir. Et pour y répondre, nous avons la grande joie d'accueillir ce soir deux spécialistes. D'un côté, le professeur Marcel Gauchet, philosophe et historien, dont vous connaissez sans doute les travaux. Ancien directeur de recherche à l'EHESS, le professeur Marcel Gauchet a notamment publié une somme sur l'avènement de la démocratie, dont le dernier volume, Le Nouveau Monde, est paru en 2017. Et nous avons aussi, pour réfléchir à cette question, à nos côtés le père Augustin Bourg, prêtre du diocèse de Paris, enseignant à la faculté Notre-Dame et qui prépare actuellement une thèse en théologie morale sociale autour de la nation à partir des travaux du père Gaston Fessard. Alors, cher père Augustin Bourg, nous vous donnons la parole pour un premier exposé. Merci beaucoup. Donc, voilà, je vais simplement poser la question qui est la nôtre ce soir. Quelle politique pour restaurer du lien en pensant d'abord au lien simple qui unit les membres d'une communauté, d'une société. Et donc, en posant cette question, au fond, je voudrais réfléchir avec vous à la manière dont se construit concrètement cette réalité à la fois très mystérieuse et très fragile qu'est l'unité sociale, l'unité d'un groupe. Et en fait, je suis très heureux de le faire, non seulement parce que cette question, l'actualité nous a montré sa pertinence, mais aussi parce que c'est la question qui touche au cœur de mes travaux, et en fait, peut-être plus profondément même au cœur de ma vocation de prêtre, comme serviteur de l'unité.
Alors, je vais aborder cette question en théologien, et je voudrais commencer par rappeler comment se positionne la théologie par rapport à un tel débat ou une telle question. La théologie, et particulièrement la théologie morale sociale, ne prétend pas dicter ou même proposer une politique déterminée. Son rôle, c'est plutôt d'éclairer une problématique sociale, ici la question du lien, à la lumière de la foi au Christ. C'est ce qu'on lui demande. Et le but, c'est de pouvoir formuler des orientations, des critères d'action, des critères de discernement pour nous orienter. Alors je vais concentrer mon exposé sur ce fameux lien en me demandant finalement comment est-ce qu'il se constitue, comment dans une société, de l'intérieur, ce lien entre les personnes est engendré. Est-ce qu'il y a des facteurs qui, de l'intérieur, peuvent favoriser cette unité? Et pour réfléchir à cette question, eh bien, je vous propose, sans surprise, de nous mettre à l'école de ce théologien et philosophe français que je travaille en ce moment, le père Gaston Fessard, jésuite ayant vécu au XXe siècle et qui s'est précisément attaqué et qui a même essayé de contempler cette réalité qui est ce qu'il appelait le mystère de la société et de l'histoire, comment la société est engendrée, comment son unité naît dans l'histoire. Alors, je vais commencer mon intervention en vous proposant un détour, que j'espère éclairant, par une notion que vous connaissez tous, la notion de personne, en regardant comment le père Fessard l'aborde et en voyant comment est-ce qu'elle peut peut-être éclairer la question du lien. Donc, je me réfère à un ouvrage du père Gaston Fessard qu'il écrit en 1935, donc dans un contexte où la crise politique en Europe menace la paix mondiale et où il se pose très sérieusement et pour lui-même la question de savoir comment contribuer à l'unité d'une société, mais aussi des sociétés entre elles. Et dans le cadre de cette réflexion, il se pose la question du rapport entre l'individu et le groupe et la société. Et pour le père Fessard, eh bien, cet événement central pour lui de la naissance, de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ a bouleversé, a fortement impacté, on pourrait dire, le lien ou la compréhension du lien entre l'individu et la communauté. Comment ? Eh bien, de deux façons. D'abord, cet événement a élargi, si vous voulez, l'horizon de la fraternité humaine. Il l'a élargi aux dimensions de l'humanité. Et dans le même temps, cet événement a comme consolidé ou densifié la valeur de chaque membre de la communauté humaine. Et pour le père Fessard, cette évolution, on pourrait même dire cette révélation du rapport entre personne et individu, elle se condense, on la retrouve tout entière contenue dans la notion de personne. Donc je vous lis un extrait de cet ouvrage de 1935 qui s'appelle « Pax Nostra », notre paix. On a dit avec raison que le message du Christ nous avait révélé à nous-mêmes comme personne. Et en effet, ce terme convient parfaitement pour signifier la double qualité opposée que nous tenons de notre destinée surnaturelle. D'une part, il nous sert à marquer que chacun de nous acquiert, en raison de cette destinée, un prix incommensurable avec tout le reste de la nature, si bien qu'il devient pour tous l'objet d'un souverain respect. Et d'autre part, dans cette valeur absolue communiquée par le Christ, notre liberté trouve la seule fin digne d'elle, réaliser entre tous une parfaite communauté. Donc vous voyez que la notion de personne, pour le père Fessard, exprime une double qualité de l'homme, qu'il découvre dans l'acte du Christ. D'une part, le don que le Christ fait de sa propre vie manifeste la valeur absolue, la valeur infinie que chacun de nous a aux yeux de Dieu. Et d'autre part, cet acte même nous dévoile aussi la seule finalité digne de la liberté humaine, qui est de participer à cette communication, à cette révélation de la dignité de l'homme, en participant à la construction de cette communion que le Christ veut réaliser. Et donc, nous retrouvons deux aspects de la personne, qui est à la fois, en raison de sa valeur, sujet de droit, en raison de sa dignité, et en même temps chargé d'un rôle au service de tous. Sujet de droit
est chargé d'un rôle. Et le père Fessard va rapporter ces deux aspects de la personne de façon un peu schématique, mais éclairante, au sens latin du mot personne et à son usage grec. Dans son usage latin, la persona latine, en droit romain, signifie précisément un représentant en matière judiciaire, c'est-à-dire l'individu, élément d'une communauté qui est sujet de droit, qui est terme et principe de relations juridiques. Et l'autre aspect, le deuxième, qui considère la personne non plus comme engageant des relations, mais comme étant elle-même relation, c'est-à-dire comme se faisant fonction des autres, se rendant dépendant des autres et fonction des autres. À ce moment-là, elle est chargée d'un rôle au service de tous, et l'usage à ce moment-là du terme grec nous paraît plus proche, puisque prosopone en grec signifie précisément le visage ou le masque de théâtre et désigne le personnage, celui qui est chargé d'un rôle de représentation dans un ensemble plus large. Alors, pourquoi je dis tout cela ? Parce que ces deux aspects de la personne qui sont liés vont nous être précieux. Le premier, je ne peux pas m'y arrêter très longtemps parce qu'il vous est, je pense, assez familier. Le fait de lier la réalité de la personne au fait que c'est un individu qui est sujet de droit, qui a une dignité propre, ça nous semble assez classique. Et d'ailleurs, l'état de droit, dans l'état moderne, l'ordre de justice vise précisément à proclamer ses droits et à les défendre, à les garantir. Mais il y a ce deuxième aspect qui nous est peut-être moins familier et qui désigne la personne comme elle-même relation, comme chargée d'un rôle au service de tous. Cela signifie que l'individu ne deviendra personne que si, ayant tout à fait compris qu'il est sujet de droit, qu'il a une valeur infinie, il comprend qu'il est appelé à un rôle au service de tous et qu'il entre dans ce mouvement qui le fait devenir, sous la plume du père Fessard, fonction de tous. Si bien que le père Fessard dit que être personne, c'est devenir de quelqu'un tous. Voilà. Alors, vous voyez peut-être pourquoi ça devient intéressant. Parce que pour le père Fessard, devenir une personne, c'est un chemin, c'est un processus dans lequel on entre. Et que ce processus est inséparable de la constitution de la communauté, de la constitution du lien. En fait, finalement, on peut dire que la société, ou si vous voulez, les membres de la société, eh bien, cette société, son unité va naître en même temps que l'individu devient une personne. Alors ce mouvement, comment est-ce qu'on peut le décrire ? On peut dire que son début, son minimum, si vous voulez, c'est le fait de sortir de soi pour franchir la distance, si je veux établir le lien, franchir la distance qui me sépare de l'autre, pour entrer dans son passé, rejoindre son point de vue, comprendre sa vision du monde, et par là même comprendre sa vision de la justice, et que ce mouvement peut se prolonger, et est appelé à se prolonger ultimement, jusqu'à renoncer librement, et par amour, à un bien ou à un droit individuel que j'ai, en vue d'un bien plus grand, un bien commun à nous. Voilà. C'est ainsi qu'on peut schématiquement décrire ce mouvement. Et la conséquence, c'est que ce mouvement engendre entre les êtres un lien qui résulte de la communion, le fait que les personnes communient dans ce bien qui est commun et qui est advenu grâce à ce mouvement. Si le premier aspect que j'ai évoqué, sujet de droit, est universel, on comprend bien qu'il est assez théorique, assez abstrait, je peux proclamer ici, là, et ça ne me coûte pas grand-chose, après on verra si je le respecte, mais que tous les hommes ont une égale dignité et que je veux respecter leurs droits. Mais ce second aspect est beaucoup plus concret et incarné. Si je veux me faire fonction, je ne peux pas me faire fonction de tout le monde en général. Il faut bien que, d'abord parce que mon énergie et mon temps sont limités, que j'ai un corps, que je suis dans l'espace et le temps, et que je vais donc entrer dans une relation avec ceux qui sont autour de moi, qui sont d'abord ma famille, puis après ceux qui vivent avec moi et autour de moi, et que c'est ainsi que je suis membre d'unités particulières, de communautés, de ma famille, de ma nation, et puis de divers autres types d'associations intermédiaires qu'on pourrait citer.
Je vais prendre l'exemple de la famille pour vous montrer comment est-ce que ce mouvement un peu a une réalité concrète. Donc le père Fessard parle de la famille. Pour quelqu'un qui naît, un enfant qui naît dans une famille, c'est une réalité de fait. Voilà. Et il y a cette unité familiale, mais maintenant, pour que cette unité se maintienne, dit le père Fessard, eh bien, il faut que chacun ratifie librement l'ordre de la nature. C'est donc, dit-il, par un sacrifice volontaire de ses membres que va se constituer cette unité supérieure. Père, mère, enfant sont égaux comme personnes, mais ils ne se réalisent comme tels qu'en s'abandonnant réciproquement certains de leurs droits et en acceptant de jouer leur rôle propre en fonction de la famille dont ils font partie. Je vais accepter d'être père, et donc d'éduquer, d'être époux ou d'être mère. Le père Fessard continue, pour donner un exemple concret, mari et femme échangent le droit de disposer de leur corps et de leur cœur, parents et enfants leur devoir d'éducation et d'assistance. Chacun de ces renoncements est une diminution de leur individualité, mais du sacrifice mutuel des individus résulte une unité supérieure qui affermit les bases de la vie personnelle de ses membres et laisse à chacun l'élan dont il a besoin pour se dépasser toujours plus. Dans cet exemple, vous voyez que le père Fessard commence par affirmer que tous, quel que soit leur âge dans la famille, ont une égale dignité. Mais que, finalement, l'unité familiale va prendre dans la mesure où chacun entre dans ce mouvement par lequel il renonce à une part très concrète de son individualité en vue d'un bien auquel il participe, d'un bien plus grand qui est commun à la famille. Et il s'agit de réalités très concrètes. Je pense que pour les parents qui ont des jeunes enfants, c'est très concret cette réalité du renoncement à certains loisirs, à du temps, voilà. Alors, je voudrais résumer avant de voir quelles conclusions on peut en tirer, résumer ce mouvement en reprenant quelques-uns des termes que j'ai cités. Je l'ai caractérisé comme un libre renoncement par amour à un bien individuel en vue d'un bien supérieur. Et chaque terme a son importance. Je veux insister sur le fait qu'il est libre. Je décide de m'engager dans ce lien, ou alors s'il me précède, j'y consens, qui est une autre forme d'exercice de ma liberté. La deuxième chose, c'est qu'il s'agit toujours de viser un bien. Ce n'est pas une attitude mortifère ou morbide. Alors, il faut pouvoir percevoir qu'il existe ce bien commun, qu'il existe ce bien supérieur auquel je peux participer. Et quand je veux signifier par amour, je ne veux pas dire qu'il y a d'abord des questions de sentiment, mais que je vise effectivement le bien et le service de la liberté de quelqu'un, et c'est ça, aimer. Et je veux aussi le distinguer d'un pur calcul. Parce qu'en fait, la communion que je vise ne se réalisera que si les autres aussi entrent dans ce mouvement et dans la même mesure. Et ça, je ne le maîtrise pas. Aussi, ce mouvement de personnalisation porte vraiment le sceau de la gratuité. Alors maintenant, quels liens entretiennent ces deux aspects ? Finalement, je ne me découvre moi-même sujet de droit que parce que j'appartiens à un tissu de relations sociales qui me précède. C'est dans ma famille, grâce au comportement des autres, que je me découvre objet de respect, d'un souverain respect. Et c'est dans ma nation que je me découvre aussi sujet de droit, au sens le plus strict du terme. Donc je vois bien que je le découvre grâce à ces groupes qui me précèdent. Mais dans l'autre sens, ayant conscience des droits qui sont les miens, je ne vais devenir vraiment personne qu'en devenant personne pour quelqu'un et en renonçant, en entrant dans ce mouvement de renoncement. Donc il y a quelque chose de paradoxal que je voulais souligner. Alors je voudrais tirer 3 enseignements pour notre réflexion, à partir de ce détour par la réflexion du père Fessard sur ce qu'est la personne. Premier enseignement, c'est qu'il y a un lien intrinsèque entre le devenir personnel et la constitution concrète de la communion entre les hommes. Ça signifie que la société n'est pas simplement l'instrument de ma propre croissance. La société n'est pas simplement le milieu qui va me permettre, moi, comme individu, de parvenir à mon achèvement. En fait, la société elle-même ne pourra subsister et son unité ne pourra s'affermir que dans la mesure où chacun de ses membres décide de se faire moyen du bien des autres.
Là, il y a un renversement important. Et vous voyez peut-être l'écart avec ce qu'on appelle le développement personnel, qui n'est simplement, qui est la quête du bien-être, qui est la quête de mon épanouissement personnel. Et dans cette quête, le lien social est une simple variable d'ajustement. J'entre dans les relations, j'arrête des relations, simplement parce que je poursuis ce bien-être. Vous voyez l'écart. Deuxième enseignement, cette réflexion nous permet de resituer à leur juste place les rapports de droit. Un ordre de justice, en fait, ne suffit pas à constituer la communion entre les hommes. Affirmer que la personne et que toute personne est sujet de droit, instaurer un ordre de justice qui constitue un référent légal objectif, et même défendre cet ordre par la force éventuellement, c'est indispensable pour la reconnaissance des droits de chacun, mais ça ne suffit pas à former une communion, à constituer une communion. Je vous cite cette phrase très suggestive du père Fessard, qui a réfléchi beaucoup à l'ordre de justice et qui, au terme de sa réflexion, dit « Mais mon vœu n'est-il point de faire plus, d'aider dans la mesure de mes moyens à organiser mieux qu'une humanité de marchands honnêtes et de propriétaires en paix derrière leurs murailles. » Il ne suffit donc pas de la justice. Est-ce que je veux plus qu'une société de marchands honnêtes, d'individus qui engagent des rapports contractuels dans le respect du droit ? Et bien, qu'est-ce qu'il manque pour constituer une communion ? Il manque en fait la gratuité. Il manque l'élan de la gratuité qui va s'incarner précisément dans ce renoncement à une part concrète de mon individualité. Et si nous faisons des rapports de droit et de devoir, le sommet, l'achèvement du lien social, en fait, nous empêchons ce mouvement le mouvement de la genèse, de l'unité sociale, et nous protégeons simplement notre égoïsme derrière le droit. Je crois qu'aujourd'hui, la volonté de régir, nous le voyons bien, tous les rapports humains par le droit, de même que la quête perpétuelle et illimitée de droits individuels toujours plus élargis, sont les symptômes d'une compréhension de la personne humaine qui est amputée, qui est tronquée, qui est simplement l'individu sujet de droit, cet individu qui a été privé de sa finalité propre, qui est la communion. Troisième enseignement, c'est que entrer dans ce chemin de personnalisation, c'est une option personnelle, mais en fait c'est aussi une option de société. Que ce soit une option personnelle, j'espère l'avoir un peu fait comprendre, mais on pourra y réfléchir ensemble, vous pourrez poser des questions. Mais c'est aussi une option de société. Et je voudrais citer cette intervention d'Alexandre Solzhenitsyn quand il vient à Harvard en 1978 et qu'il donne son diagnostic de la société libérale occidentale. Je le cite. Donc il nous dit « L'indépendance de l'individu à l'égard des nombreuses formes de pression étatique a été garantie. La majorité des gens ont bénéficié du bien-être à un niveau que leurs pères et leurs grands-pères n'auraient jamais imaginé. Il est devenu possible d'élever des jeunes gens selon ces idéaux, de les préparer, de les appeler à l'épanouissement physique, au bonheur, au loisir, à la possession de biens matériels, à l'argent, à une liberté quasi illimitée dans le choix des plaisirs. Pourquoi devrions-nous renoncer à tout cela ? Pourquoi ? En vue de quoi ? Au nom de quoi devrait-on risquer sa précieuse existence pour défendre le bien commun ? Et il ajoute « Impensable alors de parler de contrainte ou de renonciation à ses droits, ni de demander de sacrifices ou de gestes désintéressés, ça paraît absurde. On n'entend pour ainsi dire jamais parler de retenue volontaire. Chacun lutte pour étendre ses droits jusqu'aux extrêmes limites des cadres légaux. » Et il nous dit « Quand la vie tout entière est tissée de relations légalistes, il s'en dégage une atmosphère de médiocrité spirituelle qui paralyse les élans les plus nobles de l'homme. » Voilà ces trois enseignements que je trouve éclairants sur la genèse du lien social. Et donc je ne vais pas dire de politique précise, mais pour donner un exemple de ce qui me semble intéressant, d'initiative institutionnelle qui entend dépasser cette vision de l'individu comme titulaire de droit. C'est ce qu'on appelle la justice restaurative. Peut-être certains connaissent. Cette justice née dans les pays anglo-saxons, en particulier au Canada, dans les années 70. Et contrairement à la justice pénale classique qui considère surtout l'infraction vraiment comme une violation du droit au préjudice de l'État, la justice restaurative considère plus largement tout crime comme quelque chose qui blesse le lien interpersonnel,
le lien dans les familles, dans le cadre professionnel et dans les sociétés. Et donc elle met en place les instruments pour restaurer, sans entrer dans le détail, pour restaurer ce lien, en complément d'une justice strictement légale. Voilà. Et je pense qu'on a là un bel exemple. Ça se fait sur la base du volontariat, toujours, libre renoncement. Mais je crois que l'essentiel, c'est de comprendre que finalement, ce qui est au cœur, la force interne de cohésion des sociétés, eh bien, c'est la charité. Voilà, merci. Bien, merci beaucoup. Nous écoutons maintenant le professeur Marcel Gaucher pour compléter ses réflexions. Merci. Mon propos sera de bien moindre portée philosophique ou théologique que le propos du père Augustin Bourg, mais je crois qu'il le complète fort bien. Il s'articule avec lui au sens où je voudrais questionner la conjoncture historique dans laquelle la problématique fondamentale qu'il a posée s'inscrit, avec les difficultés très nouvelles, je crois, que notre situation, sur tous les plans, y compris spirituel, impose à la réflexion sur ce qui fait lien dans l'ordre social. Ma première observation sera pour interroger cette notion très parlante, très communément admise, de société liquide. Elle n'a pas fait fortune par hasard dans l'observation des sociétés contemporaines. Elle est en phase, elle coïncide avec ce qui apparaît comme l'état de nos sociétés, et je pense surtout en fonction de l'écart avec le modèle social qui prévalait jusque dans les années 1970 à peu près. Nous sommes entrés dans une nouvelle manière des sociétés de se présenter qui leur donne une apparence fluide, de transformation permanente. En termes savants, on peut parler, à propos de cet état de la société, d'un mouvement de désinstitutionnalisation au fil duquel les grands cadres collectifs perdent à la fois leur autorité sur les personnes, qu'elles cessent d'assigner à des positions bien définies par des liens contraignants, et en même temps, cela dans le cadre d'une société en mouvement accéléré qui interdit la fixité des positions et des définitions, même institutionnelles. Donc, indiscutablement, cette notion de société liquide a une pertinence descriptive qu'il faut assumer. Pour autant, nous dit-elle le vrai sur ce qui nous s'est passé dans nos sociétés au cours de ces dernières décennies. Je crois que cette notion de société liquide est tout aussi trompeuse qu'elle est éclairante. Elle est éclairante dans la description, elle est non seulement insuffisante dans la compréhension, mais trompeuse. Elle nous égare sur ce qui s'est passé. La vérité est que nous avons connu un siècle, en gros, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail historique, de ce qu'on peut appeler la société d'organisation, qui coïncide, on pourrait lui donner un siècle, 1880, 1980, des dates qui coïncident avec le grand cycle de la deuxième révolution industrielle. La révolution de la grande industrie, la révolution, mais à l'échelle collective des grandes organisations, partis, syndicats, tout ce qui constitue le cadre institutionnel qui nous est familier et qui est effectivement entré en crise dans les années 1970 jusqu'à se liquéfier, pour poursuivre avec cette image. Mais est-ce le tout du processus ? Je ne le crois pas. Et pour aller droit à l'essentiel, je dirais que nous sommes passés d'un mode d'organisation des sociétés à un autre. Et la caractéristique première, la plus facile à repérer en un certain sens,
de cette métamorphose organisationnelle de nos sociétés, qui est toujours en cours, qui est loin d'avoir épuisé ses effets, a consisté à faire passer le cadre politique du statut de superstructure, la superstructure par excellence dans les descriptions sociologiques classiques, au statut d'infrastructure. Mais nous sommes dans une société, en réalité, plus organisée que jamais, à ceci près que l'organisation ne se présente plus comme ce qui nous encadre, ce qui nous domine, ce qui nous impose des places depuis un surplomb institutionnel dans tous les ordres, encore une fois, de l'industrie à la politique, en passant par l'organisation de la société civile en général. Nous sommes passés à un monde où le rapport entre les êtres est organisé en quelque sorte de manière sous-jacente. Ce qui représente l'aboutissement d'ailleurs d'un mouvement très ancien, venu de très loin, qui se confond à beaucoup d'égards avec le devenir de l'État moderne depuis le XVIe siècle, dont on pourrait montrer le progressif enfouissement dans les bases de la vie sociale, dont l'effet est majeur, puisqu'il a pour conséquence directe d'autoriser une liberté sans précédent des personnes, en créant même l'illusion de leur déliaison. Elles sont en effet délivrées du souci de veiller elles-mêmes à l'entretien du lien de société, qui est un trait, là aussi, bien repéré par les descriptions pertinentes de la société contemporaine et qui fait parler très communément maintenant de la déformalisation des rapports sociaux. Déformalisation parce que ce formalisme était une pièce intégrante de la vie collective que nous assimilons très volontiers rétrospectivement au règne d'un conformisme qui nous surprend quand nous le voyons encore à l'œuvre dans une foule de sociétés du globe, où l'étiquette, la construction rigoureuse des modalités selon lesquelles, même au plus quotidien, on s'adresse aux personnes qui vous sont les plus familières, vos parents, pour ne pas parler de vos voisins et a fortiori de vos supérieurs hiérarchiques dans l'organisation de la vie collective. Au travers de cette contrainte, dont la société d'organisation aura été le dernier avatar, on avait comme impératif de l'existence des individus l'entretien du lien qui les tient à la communauté à laquelle ils appartiennent ou à leurs pareils en général, dans tous les registres, et on sait dans quelle sophistication certaines sociétés ont élaboré le code qui prescrit l'ensemble des formes de relations possibles entre les êtres, du plus humble niveau jusqu'au plus élevé. Nous autres sommes devenus apparemment des espèces d'êtres naturels, spontanés, pour ne pas dire anarchiques au sens premier du mot, puisque l'idée fondamentale, pourrait-on dire, de la vie sociale aujourd'hui est la liberté des individus de créer le lien avec leurs pareils selon leur propre volonté. Je ne parle pas du contrat juridique, mais aussi bien du lien le plus spontané qui s'établit de la manière la plus libre possible en fonction du désir, du souci mutuel ou des intérêts des personnes concernées. Qu'il s'agisse de la famille ou qu'il s'agisse de la vie sociale en général, ou au contraire, pour nous, la distance aux formes et aux rites et aux contraintes de code entre les êtres est la condition de l'authenticité, devenue la valeur cardinale de ce monde d'individus. Mais c'est oublier en route, en s'en tenant à cette surface, le rôle constitutif que prend
une organisation collective devenue de plus en plus rigoureuse dans le maillage souterrain de tout ce qui permet ces relations d'apparence libre. Et il faut observer à propos de ce fameux mouvement de changement perpétuel, le changement perpétuel, image parlante là encore, mais nous trompe. Changement dans quelle direction ? Changement pour aller où ? Est-ce changement pour changer ? Ça, c'est la critique facile qu'on a résumée dans cette notion qui n'est pas entièrement fausse d'ailleurs, parce qu'elle correspond à bien des aspects de la vie collective d'aujourd'hui, qui est le bougisme. Puisque, effectivement, le désir de changement est devenu incoercible dans toutes les sphères de la vie collective, et sa destination, précisément, n'est pas toujours claire. Mais en réalité, à l'échelle macro de l'observation de la vie collective en général, ce changement va toujours dans le même sens, qui est de resserrer les mailles du filet normatif qui réunit les êtres et définit l'espace de leur coexistence. Et là, nous ne sommes plus dans le liquide, mais dans le solide. Ce solide pouvant être en mouvement, mais n'en ayant pas moins une capacité de nous tenir ensemble dont aucune société du passé n'a offert l'équivalent, et ce, sur tous les plans. Et cela vaut d'ailleurs aussi bien pour ces relations qui créent du lien entre les personnes. Le terme d'individualisme est devenu une sorte de tarte à la crème de la description des sociétés contemporaines, et là encore pour de bonnes raisons, car c'est en effet ce que nous voyons. Mais individualisme veut-il dire, une fois qu'on a écarté bien entendu la stricte acception psychologique ou morale qui en fait tout simplement un égocentrisme, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, quand on parle d'individualisme, on parle du droit reconnu dans la société à chaque individu d'agir selon ses motifs propres et sa liberté, y compris dans les modalités du lien qu'il tisse ou non avec les autres. Ce qui se traduit aujourd'hui matériellement et techniquement dans cette forme idéale, pour ainsi dire, de la société dans l'imaginaire créé par la technique, qui est le réseau. Le réseau, c'est effectivement l'absolue liberté de définir les modalités ou l'absence de modalités de vos rapports avec vos pareils. Avec cette réserve que le réseau vous donne, y compris lorsque vous ne l'utilisez pas, la certitude de pouvoir vous lier. Nous n'avons donc pas affaire, dans une société d'individus, à une société atomisée, un autre de ces termes qu'on entend souvent et qui est radicalement trompeur. Nous avons affaire à une société dont les atomes sont libres de se lier comme ils l'entendent, ce qui est tout à fait différent. Jamais il n'y a eu, à la disposition de chacun de nous, autant de liens possibles dans notre société, dans une société qui existait. Chacun de nous est lié à un nombre, sans y penser, incomparablement plus grand d'interlocuteurs de toute nature que chacun de nos ancêtres, fussent-ils les plus sociables et les plus répandus, comme on disait dans un langage dépassé. Quand on parle donc d'individualisation de la société, il ne faut pas oublier la contrepartie, qui est tout aussi importante, qui est la socialisation de ces individus individualisés. Les deux se tiennent. Quand nous parlons donc d'une crise du lien de société, sachons bien de quoi nous parlons. Non pas de l'absence de lien, ou certes des situations de solitude, des situations d'isolement volontaire existent en grand nombre, mais elles ne sont pas la vérité de la condition individuelle contemporaine, qui est bien plus à l'opposé une situation de consommation de liens, qui obéit aux règles de la consommation, par exemple, leur caractère éphémère.
Mais c'est autre chose. C'est la liberté de définir les modalités d'un lien qui vous était imposé de l'extérieur et par en haut, et que vous ne choisissiez pas. Autrement dit, la question n'est pas celle du lien comme tel, qui serait en péril ou en disparition, c'est celle de la nature des liens qui sont valorisés dans une société. On avait affaire à des liens forts, prédéfinis et contraignants. C'est l'ordre social traditionnel tel qu'il s'est maintenu jusque tout près de nous. Il y a quelques décennies encore, il était la forme instituée de la vie collective. Nous sommes passés à une culture qui valorise le lien faible qui est le lien choisi entre des personnes privées et qui n'a d'autre finalité que privée. Le problème du lien aujourd'hui, c'est la manière dont ce lien, encore une fois, plus intense, plus démultiplié, plus disponible que jamais, ne serait-ce que parce qu'il est à notre disposition, dans notre poche, de façon très accessible, là où il fallait éventuellement des déplacements coûteux, des relations compliquées, l'écriture de lettres laborieuses pour le maintenir. Tout cela est devenu d'une aisance qui fait de nous des êtres relationnels comme nous ne l'avons jamais été. Mais au profit de quoi et avec quelles conséquences ? Ce qui s'est perdu en route dans cette évolution, c'est ce lien fort de l'appartenance publique. L'appartenance à une communauté reconnue comme supérieure au destin individuel et supérieure en ceci notamment que donnant sa dignité et ses finalités à l'existence de tout un chacun. Ce qu'on appelle en effet classiquement dans nos régimes la nation. L'État-nation, si l'on veut donner une formule plus complète de cette communauté d'appartenance qui était l'horizon naturel d'un individu qui y trouvait le cadre où son individualité prenait sens, comme à la fois destin historique et service, voire sacrifice, à plus haut que lui-même. Ce à quoi nous avons affaire, c'est à une substitution historique d'un type de lien entre les êtres à un autre et d'un type de lien qui rend problématique l'identification d'un commun supérieur aux êtres qu'il réunit. Pour le dire donc d'une formule plus développée, notre problème aujourd'hui est celui de l'inconscience que produit naturellement le cadre social où nous inscrivons à l'égard de l'infrastructure politique et sociale qui permet notre liberté. À de certains égards, pourrait-on dire, notre société produit spontanément des êtres en situation d'irresponsabilité au regard de ce qui leur permet d'exister dans leur liberté. C'est cela le fond, je crois, du problème du lien interpersonnel et social et politique aujourd'hui. La conséquence en étant que cette inconscience d'être en société finit par engendrer, par un effet naturel et facile à comprendre, la mise en question de cette infrastructure même, dont le symptôme le plus simple, le plus quotidien, nous sommes en plein dedans,
est tout simplement l'incompréhension de l'obligation fiscale. Car en effet, ce qui coûte très cher dans notre société, c'est l'infrastructure qui produit notre liberté. Mais sommes-nous prêts à payer pour cette infrastructure ? Et l'on voit bien qu'il y a une incompréhension fondamentale chez énormément de citoyens, la majorité en réalité, quand on regarde de près, à l'égard de cette nécessaire production du cadre à l'intérieur duquel ils peuvent, leur coexistence est assurée d'une manière pacifique, libre et démocratique, au sens où ils ont tous le droit à la parole. Un droit à la parole dont l'idée qu'il puisse aboutir à une mise en commun de ces paroles finit elle-même par se brouiller. D'où le problème démocratique sur lequel nous butons aujourd'hui. La démocratie, est-ce la capacité pour l'ensemble des citoyens d'un pays d'exprimer un vœu personnel dont aucun algorithme ne permettra jamais d'assurer la réduction à l'unité qui serait celle d'une décision politique. Ce qui est prodigieux dans la situation que nous vivons, c'est que c'est le cadre même que l'histoire nous a façonné, qui n'est pas vraiment maîtrisé dans nos pensées, qui produit une situation qui le met en crise. En ce sens-là, nous avons affaire à une crise au sens le plus fort du mot, c'est-à-dire à une contradiction dans le mode de fonctionnement de nos sociétés, qui n'est pas la contradiction dont on s'aperçoit qu'elle est plus facilement susceptible de compromis, qui a longtemps occupé les esprits, qui était celle entre le capital et le travail. Là, nous sommes dans quelque chose d'infiniment plus fondamental qui tient à l'ordre même qui s'est instauré dans nos sociétés. C'est à ce niveau que nous pouvons valablement, je crois, aujourd'hui, envisager la question d'une politique qui répondrait à ce défi nouveau qui est l'incompréhension du fonctionnement de leur cadre collectif par les individus que fabrique cette collectivité. Alors, bien sûr, il faut s'interroger sur le possible dans une telle situation. Le possible, je l'évoquerai très rapidement pour conclure, il nous viendra à la fois du dedans et du dehors. Il vient d'abord du dedans, en ceci que ce mode de fonctionnement suscite une évidente frustration qui met en relief d'ailleurs ces dimensions de l'existence commune qu'on peut exprimer d'ailleurs dans un autre langage qu'évoquait le père Bourg à propos de Gaston Fessard. C'est qu'en effet, l'appartenance qu'on oublie finit toujours par se rappeler à vous. Et la frustration est d'autant plus vive que cette appartenance n'a plus vraiment de visage saisissable, tout en étant extraordinairement enracinée. C'est le cas de la nation d'aujourd'hui. Donc, il y a là un ressort qui nous promet de toute façon un mouvement. Et puis, à l'évidence, nous sommes dans un monde où nous ne sommes plus seuls. Et nous sommes sortis de cet espace où les nations n'avaient entre elles que ce lien évoqué par le père Fessard dans Pax Nostra, ou de l'oubli de leur existence dans les moments de paix, ou de leur rappel à l'existence dans les moments de guerre. Nous ne sommes plus dans cet état, nous sommes dans un commerce permanent, un commerce dans tous les sens du terme, avec toutes les nations du monde, d'une certaine manière, lesquelles ne sont pas nécessairement dans ce rapport, pour toutes sortes de raisons, que nous avons noué avec notre propre appartenance. Et en fait, c'est là, de l'extérieur, dans la leçon du monde et la pression que le monde exerce sur nous, que nous sommes appelés, dans tous les cas, à retrouver le sens de ce que le mouvement de notre histoire nous a fait oublier, probablement de manière très temporaire. Donc,
ce sont ces opportunités-là qu'une vraie politique démocratique, plus qu'une ingénierie constitutionnelle qui nous amènerait ceci, cela comme innovation, qu'il faut chercher la bonne direction à nos dilemmes du présent. Merci. Bien, merci beaucoup à nos deux intervenants pour leurs réflexions très complémentaires. Alors, avant de laisser la parole à la salle et de quitter les téléspectateurs de KTO, je vous posais assez rapidement deux questions pour prolonger la réflexion. Alors, vous l'avez évoqué, Marcel Gauchet, à la fin de votre intervention, cette question finalement des changements d'échelle pour penser le politique, puisque évidemment nous sommes dans un monde dans lequel le cadre de l'État-nation, qui avait été le nôtre depuis le 19e siècle et même un petit peu avant, enfin qui s'était généralisé en tout cas à partir du 19e siècle, semble se désagréger et en tout cas c'est vrai que d'autres formes de ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance semblent s'esquisser. Alors je poserai la question peut-être en référence aux travaux du père Gaston Fessard, qui lui-même assistait à la mise en place notamment d'une société des nations dont on sait qu'elle n'est pas parvenue exactement à remplir ses objectifs, mais comment finalement la réflexion sur un bien commun des nations que pouvait mener le père Gaston Fessard nous est-elle utile aujourd'hui dans le contexte de mondialisation qui est le nôtre? Et puis la deuxième question que je poserai peut-être plus cette fois-ci au professeur Marcel Gauchet, finalement, y a-t-il des solutions politiques à cette perte d'identification à un commun, à cette incompréhension par rapport au rôle de l'infrastructure? Est-ce qu'on en voit aujourd'hui des prémices ou en tout cas des tentatives, soit du côté d'une démocratie plus participative, délégative, du côté d'une revalorisation de l'échelon local, par exemple? Voilà, donc en quelques mots, des réponses peut-être de 2 ou 3 minutes chacun. Nous sommes pressés par le temps. Effectivement, la question on voit bien aujourd'hui, la remise en question de l'État-nation, elle vient on pourrait dire, pour reprendre les termes tout à l'heure, du dehors et du dedans, de l'intérieur, avec la question de dire, mais finalement, est-ce qu'on est une nation ? Pierre Manant a une expression, il dit, c'est même plus la question d'être mal représenté, la question c'est est-ce qu'on est encore représentable ? Est-ce qu'on est un peuple ? Voilà, une espèce d'angoisse vertigineuse. C'est-à-dire, mais finalement, est-ce qu'on est représentable ? Et de l'extérieur, c'est tous les défis qui dépassent l'échelle de l'État-nation, toutes les crises, on peut parler de crises migratoires, écologiques, commerciales, donc tous ces défis qui dépassent clairement l'échelle de l'État-nation, avec en plus l'avènement de puissances économiques et donc politiques qui peuvent concurrencer les États. Je pense évidemment à des groupes, à des multinationales qui ont une influence ou un pouvoir réel, un pouvoir politique qui fait jeu égal avec les États-nations. En fait, je rebondis sur le mot que vous avez utilisé, qui est la question de la gouvernance. C'est vraiment un mot très, très plat, très passe-partout. Enfin, je veux dire, on peut parler de gouvernance, on l'emploie pour parler d'un pays, d'une nation, d'une entreprise, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, la gouvernance ? En fait, derrière la question du politique, on sent bien qu'il y a la question de décision qui engage vraiment la question du sens et de la finalité. C'est de façon traditionnelle. Donc, la tentation, c'est effectivement de dire que le politique se ramène à une gouvernance, c'est-à-dire que pour faire un gouvernement, il faut juste des experts, en oubliant qu'au contraire, un gouvernement, c'est le lieu où on va prendre des décisions politiques qui engagent finalement la question de l'avenir, du sens en particulier, de ce qu'on fait ensemble, de pourquoi on vit, quel est le but de la vie humaine. Voilà. Et que ça, c'est irréductible à une gouvernance au sens du pilotage économique ou voilà. Alors la grande question, c'est de savoir si on fait... Bon, très bien, si la nation n'est pas adéquate, qu'est-ce qui la remplace ? En général, personne n'a de réponse. Il y a le silence à ce moment-là. Personne n'a de proposition. Moi, je crois que une piste saine, c'est effectivement de penser à la responsabilisation des nations comme personnalité morale. Et voilà, on peut penser aux accords de Paris qui ont malheureusement pris du plomb dans l'aile, mais où on avait cet embryon de responsabilisation des nations en disant, voilà,
est-ce que chacun peut dire à quoi il s'engage, ayant conscience de ce qui est en jeu? Je pense que c'est ça la façon d'en sortir par le haut, plutôt que d'un espèce d'état mondial dont on voit très très mal comment il fonctionnerait. Je crois que du point de vue de la réflexion politique sur les réponses à une situation de malaise qui est reconnue par tous, nous nous engageons dans une impasse en nous contentant de réfléchir sur les procédures. La crise de la représentation, pouvons, constat très généralement partagé, tient-elle aux modalités dans lesquelles est définie cette représentation, les modes de scrutin, la nature des personnes qui nous représentent? Je ne le crois pas. Le problème de la représentation, mais c'est le problème des institutions en général, c'est le problème du contenu de ce qui s'y dit, s'y énonce, s'y représente. Ce qui est important, ce n'est pas qui sont nos représentants, c'est quelle est la représentation de la collectivité qui se joue au travers de ces personnes qui sont porteuses, en effet, de vision politique. Je dirais de façon générale, toute l'impasse aujourd'hui, celle aussi bien de la démocratie participative ou délibérative, c'est que la procédure devient une finalité en elle-même. Tout le monde s'exprime, mais que sort-il de cette expression? Là est la question. À quoi allons-nous aboutir au terme de cette délibération qui n'est pas une fin en elle-même? Une délibération est un moyen de parvenir à une fin qui est une image plus juste de la décision à prendre. Et de façon très significative, nous sommes embarqués dans une tentative de sophistication indéfinie. J'ai même proposé un terme qui n'a aucune prétention, qui est un terme polémique, c'est l'institutionnite. Nous sommes gangrénés par le besoin de trouver des modalités, des formes qui laissent en route la question du contenu. S'il y a aujourd'hui un problème de la représentation, c'est parce que les problèmes de fond qui se posent à notre société ne sont pas représentés dans la sphère publique au sens discursif, cognitif, au sens d'une image de la situation problématique dans laquelle sont nos sociétés, qui correspondrait aux sentiments des citoyens. La discordance est intellectuelle, elle est liée à un effort de réflexion et pas aux procédures qu'on peut multiplier sans déboucher jamais sur une meilleure appréhension intellectuelle de la situation qui est la nôtre. Et je crois que c'est de ce côté-là qu'il faut chercher. La réponse est en fait d'un classicisme désarmant. C'est moins la complexification de nos dispositifs institutionnels qu'il faut chercher que notre propre effort de réflexion collectif. C'est de ce côté-là que se situe le problème, et c'est de là que viendra ou ne viendra pas la solution. Bien, merci beaucoup à notre théologien et notre philosophe pour la manière dont ils ont pu poser les questions et y répondre. Merci beaucoup à tous nos auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous le 11 mars prochain pour un débat consacré cette fois-ci aux soins. Peut-on recréer du lien par le soin? Avec, pour répondre à cette question, Laetitia Calmen, professeure de théologie à l'école cathédrale.